Je m'appelle Boatimele Ramsès, je suis professeur de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai communiqué sur modernité et éducation africaine. Il s'est agi pour moi de partir de notre présent, c'est-à-dire de montrer que nous sommes à la croisée des chemins, au carrefour d'une société traditionnelle en train de mourir et d'une société moderne qui a du mal à se mettre en place. Et donc comment faire pour que les anciennes idées qui sont bonnes ne soient pas perdues et que les nouvelles idées qui sont intéressantes soient intégrées dans l'enseignement, dans l'apprentissage et dans la formation que nous donnons aux élèves et aux étudiants. Dans éducation et modernité, j'ai mis d'abord les trois besoins de l'éducation. Pourquoi il est nécessaire d'éduquer et d'être éduqué. D'abord, un, pour accéder à la culture, deux, pour accéder à l'apprentissage et à la professionnalisation, et puis trois, pour accéder à la discipline et au renouvellement des savoirs. Voilà les trois besoins de l'éducation. Et puis dans une deuxième partie, j'ai montré que nous sommes face à des défis. La science, la technique et la technologie se développent. Nous ne connaissions pas toutes ces choses dans sa forme actuelle. Deuxièmement, nous sommes confrontés à des mots comme la xénophobie, le racisme, la sorcellerie, c'est-à-dire le fait de tuer des vieilles personnes. Et donc, face à ces nouveaux défis, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'éducation? Et donc, j'ai invité les uns et les autres, surtout nous les enseignants, à éduquer à la science, à la technique, à la technologie, mais sans oublier une forme très intéressante de l'éducation, c'est-à-dire éduquer à autrui, à l'autre, accepter la différence, accepter que mon voisin qui ne pense pas comme moi ait le droit de penser d'abord différemment et puis de dire ce qu'il pense. Il nous appartient en tant qu'éducateurs, mais en tant que simples citoyens, de comprendre que de toute façon, nous sommes amenés à laisser tomber un certain nombre de choses. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes amenés à les réinterpréter, c'est-à-dire à tenir compte de l'évolution actuelle. Nous ne pouvons pas, comme par le passé, continuer d'envoyer des gens dans le bois sacré pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils vont à l'école, ils sont obligés d'effectuer des voyages. Donc il nous faut rassembler ces valeurs, il nous faut rassembler tout ce qui constitue l'être humain et qu'on enseignait dans le bois sacré pour les reverser dans l'enseignement et dans la vie de tous les jours, de telle sorte que l'élève qui va à l'école soit imprégné également des valeurs de la société. Non, l'école c'est à la fois un lieu de formation, d'éducation et d'instruction. L'école n'est pas seulement les bâtiments. Il ne faut pas réduire l'école aux bâtiments. C'est vrai, il y a les bâtiments, il y a les classes, mais lorsque nous sortons de ces éléments physiques, nous avons l'école en nous. Donc il nous faut extérioriser, c'est-à-dire faire sortir de nous ce que nous apprenons dans ces lieux clos. Et donc continuer au dehors ce que nous avons appris à l'intérieur des bâtiments. Ne jamais cesser d'être humble, ne jamais cesser d'apprendre, ne jamais cesser de considérer que l'autre est un être humain, que mon prochain a droit au respect et que ce qui est différent de moi ne me nuit pas forcément et que je dois élargir mes horizons de savoir, de connaissance et d'amitié. Quand on a dit éducation, hier on pensait diplôme. Est-ce que le diplôme fait l'emploi? Est-ce que le diplôme fait l'homme? Pas forcément, le diplôme ne fait pas l'homme. D'abord ça, et en plus, s'il faut rigoler un peu, l'homme fait le diplôme, mais l'homme ne fait pas forcément le diplôme. Nous avons des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont montré que ils ont réussi leur vie et qui vivent bien. Tout comme nous avons des gens qui ont des diplômes et dont le comportement ne reflète pas ni l'humanisme, ni le degré qu'ils ont atteint par l'acquisition des savoirs. Donc, en plus de l'acquisition des savoirs qui fait le diplôme, il faut aussi acquérir des manières d'être et des manières de faire. Et donc, tenir compte de ce que la connaissance est bonne,
mais il faut partager cette connaissance et vivre cette connaissance. Il ne faut pas donc qu'il y ait d'un côté l'acquisition des savoirs qui seraient théoriques, et puis de l'autre côté la vie. Il faut imprégner la vie de ce que l'on a appris à l'école et sur les bancs. On présente la société africaine comme une société collectiviste ou bien qui est tournée vers l'amour de la société, de la collectivité, et puis dire qu'il nous faut accéder à l'individualisme, est-ce que ce n'est pas être en contradiction avec la valeur fondamentale de l'Africain? Quand je soutiens qu'il nous faut un individualisme positif, c'est pour attirer l'attention de nos sociétés sur un ensemble de comportements qui nuisent au bonheur individuel. C'est-à-dire, on ne peut pas partager le salaire d'un individu à tout un village. On ne peut pas partager la maison d'un individu à à la famille élargie. Il faut reconnaître que l'individu, c'est-à-dire que la personne qui travaille, a le droit de pouvoir se reposer, d'avoir un chez-soi, d'avoir son salaire pour s'occuper de ses enfants, et après ça, de s'occuper aussi de ceux qui en ont besoin. Donc j'appelle individualisme positif la nécessité de penser à soi. Je n'ai pas dit de penser uniquement à soi, mais de penser à soi et de faire comprendre aux autres que pour que je puisse les aider, pour que je puisse être à l'aise, pour que je puisse les aider comme il faut que moi également mes besoins soient satisfaits. Il faut que je ne sois pas forcément dans le besoin absolu. C'est lorsque j'aurai satisfait mes besoins que je pourrai les aider aisément. Et donc l'individualisme positif, de toute façon, vers lequel nous allons, doit être compris comme nécessité pour un individu d'être heureux. Je n'ai pas dit d'être uniquement heureux, mais d'être heureux afin de pouvoir penser aux autres. D'être heureux seul? Non, pas heureux seul, heureux avec les autres, mais pas heureux contre les autres. Et quand je dis heureux, moi, je dois être heureux. Je ne dis pas que mon bonheur doit se faire au détriment des autres, mais j'ai également, moi, en tant qu'individu, droit au bonheur. Et pour me reprendre, c'est parce que je serai heureux, c'est parce que moi, je serai dans de bonnes conditions d'avoir des habits, des chemises, des tables, des livres à moi, que je pourrais en donner aux autres. Mais si je n'ai pas de livres, si je n'ai pas d'habits, si je n'ai pas de lit où pouvoir me reposer, un endroit dans une chambre pour pouvoir me reposer, comment pourrais-je accueillir les autres et comment pourrais-je leur donner des choses? Est-ce que ce n'est pas un emprunt de valeurs? Est-ce que ça comptait parmi les valeurs africaines? Oui, mais il ne faut pas penser l'Afrique comme une Afrique figée. C'est-à-dire, l'erreur, c'est de penser que nous avons une essence et que cette essence est donnée une fois pour toutes. Ce que nous sommes aujourd'hui, les autres l'ont été, c'est-à-dire une société ouverte sur les autres. Mais les nécessités du travail, les nécessités de la vie moderne, les nécessités de la profession font que, bon, mais à un moment donné, je suis obligé de ne pas pouvoir accueillir 20 personnes parce que ma maison ne peut accueillir que 2 ou 3. Voilà, donc les habitudes, les attitudes des Africains sont amenées à changer. Et toute société, tout individu est amené à changer, à intégrer la nouveauté. Parce que si nous ne sommes pas capables d'intégrer la nouveauté dans notre manière d'être et de faire, nous allons forcément disparaître. La sorcellerie est un des points qui a suscité beaucoup de réactions dans cette salle par rapport justement à votre réaction. Quel parallèle entre la sorcellerie justement que vous estimez qui n'existe pas et cette question de droit de l'homme? Ma thèse, développée dans un livre publié aux éditions du CERAP, le livre s'intitule La sorcellerie n'existe pas. Ma thèse est que notre société, pour s'organiser, avait eu dans le passé besoin de créer tout un système. Et la croyance à la sorcellerie faisait partie de ce système. Aujourd'hui, on peut mieux expliquer les phénomènes. On les comprend mieux. Pourquoi donc s'entêter à croire qu'il y a des individus qui ont des pouvoirs extraordinaires acquis ou innés, ou bien innés pour aller faire du mal, ou pour aller se transformer en panthère, en lion ou bien en mouche, aller tuer des gens à distance? D'abord, c'est pas possible.
c'est contre les lois de la physique, de la nature, de la rationalité. Et ensuite, si on l'a dit par le passé, c'était pour éduquer les gens. Or, aujourd'hui, on peut les éduquer autrement. Et c'est pour cela que dans la deuxième partie de ma communication, les nouveaux défis qui s'offrent à nous aujourd'hui, c'est que le monde change. La science, la technique et la technologie expliquent mieux les phénomènes. Il nous faut donc les adopter et les adapter à notre univers. Je ne peux pas, moi, concevoir aujourd'hui que l'ulcère de Biruli soit par exemple le fruit d'un acte de sorcellerie. Qu'une personne, une vieille personne ou bien une jeune dame qui ne peut pas faire d'enfant, si on vient me dire que c'est une sorcière parce qu'elle mangerait en sorcellerie les fœtus de ses enfants, je vais leur rigoler au nez. Pour moi, ce n'est pas une explication qui tienne. Il nous faut donc aller plus loin que ces explications premières bien primitives que nos parents utilisaient parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de comprendre les phénomènes. Aujourd'hui, nous les comprenons mieux et pour moi, il faut que l'éducation à l'école, à l'université, sur les bancs, à la télévision, partout, amène chacun à comprendre que, un, le monde est complexe, deux, il ne faut pas être paresseux dans la compréhension de ce monde-là, et puis chercher les différentes significations à donner au phénomène. Et donc quand on vient me dire que une femme qui ne peut pas faire d'enfant, pour moi, est une sorcière, parce qu'elle est capable elle-même de détruire par une puissance intérieure son propre fœtus, je dis attention. Et nous voyons que dans beaucoup de régions d'Afrique, au nord du Bénin, du Togo, même ici dans nos régions, des enfants sont assassinés, des bébés sont tués, sont noyés, abandonnés dans la brousse parce qu'ils naissent avec des déformations ou bien ils naissent dans des conditions qui ne sont pas habituelles. Par exemple, venir par le pied, venir au monde par le bras, ou bien avec une dent, ou bien être albinos, ou bien souffrir de mongolisme. Tous ces phénomènes qu'on peut expliquer, pour moi, ne relèvent pas de la sorcellerie. Et le sorcier, ce qu'on appelle le sorcier, pour moi, est une victime de notre ignorance. Il nous faut apprendre à aimer les gens qui souffrent, les gens qui sont abandonnés, parce que beaucoup de gens, dans leur vieillesse, sont abandonnés par leurs enfants en ville, au motif que ces personnes-là sont des sorcières. Il faut au contraire développer une autre relation envers ces personnes qui sont en souffrance, aller vers elles et puis comprendre leur douleur. En réalité, il n'y a rien qui puisse nous amener à considérer que ces personnes ont des pouvoirs extraordinaires de nuisance. C'est notre incapacité à comprendre ce qui leur arrive qui nous amène à prendre un raccourci dans l'interprétation des phénomènes. Vous êtes pour une Afrique sans sorcellerie? Oui, ce serait l'idéal, sans sorcellerie et sans... Mais le phénomène existe en tant que tel ou on ne doit pas l'accuser, la sorcellerie, à tout bout de champ? Un, il ne faut pas accuser tout ce qui arrive comme relevant de la sorcellerie. Il ne faut pas accuser n'importe qui de sorcellerie. Deuxièmement, pour moi, je ne nie pas le fait. Le fait existe puisqu'il y a des gens qui disent qu'ils sont ainsi. Et que nous-mêmes, nous sommes témoins de leurs affirmations. Mais je dis, ce n'est pas parce que les gens disent que cette personne est sorcière qu'elle est réellement sorcière. Il nous faut réinterpréter les paroles, les actes et ce que les gens disent comme relevant de la sorcellerie. Dans ce cas-là, et je reviens à ma thèse initiale, la sorcellerie n'existe pas au sens où la signification que nous donnons au phénomène n'est pas extraordinaire. Mais comme c'est un fait social que je vois autour de moi, ce fait social-là, pour que je puisse réfléchir à ce fait social, il faut qu'il existe. Mais il existe, non pas dans le sens que les gens donnent à ce fait. Une fois que l'on a compris ça, on n'a plus à avoir peur de qui que ce soit. Et puis, bon, nos relations aux uns aux autres vont être des relations plus apaisées, sans crainte ni peur. Louons Dieu pour tous ses bienfaits.
Du nouveau dans le monde de la musique chrétienne. Le chœur La Voix du ressuscité de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 présente son deuxième album intitulé Merci Dieu de bonté, entre tes mains je m'abandonne. Une œuvre musicale de 11 titres riches en sonorité et en profondeur. Toi qui veux faire un cœur à cœur avec le Seigneur ou encore soutenir les enfants malades de la drépanocytose, n'hésite surtout pas à t'offrir cet opus. Un CD disponible dans tous les bacs, à la Radio Nationale Catholique, chez les sœurs Pauline, à la librairie Carrefour et à Saint-Paul Adoration. Contact 07 28 25 09 08 38 30 78.